Et hop, you are live. Bonjour Charles, comment vas-tu? Ça va super bien, sérieux. J'essaye de trouver l'angle de la caméra. Je suis comme dans cet angle-là, dans cet angle-là. Mouvement, ouais, mais en même temps, tu montes tes petits moves de glissement latéraux de la tête, qui est franchement difficile dans mon cas. Avec une caméra, c'est pas si mal. Ça va bien avec la caméra, sérieux, ça va bien avec la caméra. Excellent. Bon, content de te parler. Toi, tu es dans le fin fond du Québec en ce moment. Ouais. Région, je suis à Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, j'ai juste au loin, je vois le fleuve, j'ai les montagnes de chaque bord. Tranquille, tranquille. Des petits rorquals qui se baladent une fois de temps en temps. De temps en temps. On les voit moins ici, par exemple. Enfin, plus proche de Tadoussac qu'on va les voir. Ouais, ben c'est entre les deux. Ils sont plus South Shore, you know? Ouais, c'est ça, c'est ça. Excellent. Bon, on a déjà 11 personnes avec nous. Bonjour à tous. On est super content de vous avoir avec nous. On va vous présenter Charles, en fait, qui a fait un super travail, en fait, pour monter un vocabulaire, on pourrait dire, de mouvements qui sont considérés comme étant thérapeutiques ou qui amènent vers la performance aussi dans le corps humain. Moi, je les utilise, ça fait plusieurs jours, en fait. J'ai intégré cette routine-là le matin, puis chaque jour, qu'est-ce que je fais, c'est que je rajoute 1 ou 2 exercices en fonction du temps que j'ai. Puis c'est surprenant à dire, mais je commence à avoir des petites, pas des contusions, mais à me sentir un petit peu raqué de certaines zones de mon corps parce qu'on vient chercher vraiment des intercostaux, on vient chercher des obliques plus profonds, puis etc. Puis c'est vraiment intéressant. Donc, c'est comme si je m'entraînais sans m'entraîner en me battant contre mes propres tensions. C'est un peu ça le concept. Ouais. Donc, je voulais présenter un peu ton travail aux gens, qui tu es, parce que tu es une super personnalité aussi. Tu as parti de ton podcast aussi, donc tu aimes ça partager d'ailleurs avec les antifragiles. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Charles, tu vas peut-être pouvoir nous envoyer des liens en commentaire tantôt. On pourra repartager ça en même temps. Puis pour ceux qui sont là, plus pour l'aspect éducatif, en fait, nous sommes en train de créer une certification de 5 modules avec toi, en fait, qui va s'appeler le Certified Movement Architect. Donc, pour avoir le titre, en fait, de certifié en architecture du mouvement, c'est une certification de 5 modules. Le premier module va sortir ce week-end. Je pense que je suis capable de le lancer dimanche parce que là, j'enseigne à Nantes en ce moment. Je suis en France. Je pars en Belgique dimanche, donc je vais pouvoir me poser un peu plus les premiers jours là-bas. Donc voilà, j'aimerais ça un peu que tu parles de ton parcours. Je sais que tu as été en massothérapie, mais ensuite, tu es amené à voyager beaucoup, à aller apprendre un peu partout avec plusieurs grands mentors dans le domaine, dans plusieurs pays. Donc, je trouve ça super intéressant comme histoire. Alors, j'aimerais que tu racontes ça. On est parti pour une couple d'heures, si je m'embarque là-dedans en détail. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, l'idée de base de mon parcours, c'est que c'est vraiment motivé sur la quête de trouver des réponses à mes questions. Parce que je viens d'un environnement où, déjà à la base, ceux qui ne me connaissent pas physiquement, je suis une personne qui est de taille un petit peu plus grande. Et généralement, les personnes de taille plus grande, ben, on a un petit peu plus de problèmes avec nos articulations, notre coordination. Moi, c'était beaucoup au niveau des douleurs de genoux, douleurs de dos. Essayer de gérer tout ça, trouver des thérapeutes qui sont en mesure de me donner des bonnes réponses par rapport à tout ça. Puis, à chaque fois que j'allais voir un thérapeute, j'étais comme plus ou moins satisfait de la réponse que j'avais. À partir d'un moment, je me suis dit, OK, je vais aller chercher mes propres réponses, je vais aller faire les formations, je vais aller faire les cours, je vais aller parler avec différents professionnels pour vraiment essayer d'acquérir une compréhension un peu plus profonde de juste me faire dire applique tel protocole puis tu vas avoir tel résultat. C'est quoi le mécanisme en arrière? C'est quoi le fonctionnement? C'est pourquoi je ferais le protocole de telle façon et non pas de telle autre façon? Fait qu'au début, mon parcours était très motivé par les professionnels avec qui j'étais en contact. Donc, initialement, c'était beaucoup la massothérapie. J'ai fait différents cours différentes formations de massothérapie. Je me suis dirigé un peu plus vers la kinésithérapie qui peut porter à confusion Québec-Europe parce que le terme kinésithérapeute n'a pas la même valeur. La kinésithérapie que j'ai appris, par contre, c'est une approche qui est très inspirée de l'ostéopathie. Donc, déjà, on avait une conscience un peu plus globale du corps, des interrelations. Le prof que j'ai eu, c'était un menuisier. Fait qu'il nous parlait beaucoup un peu de principes architecturaux, de lignes de transfert de force, de à quel point tu as des chaînes de tension qui vont se transférer à des points spécifiques au niveau des articulations, au niveau du dos.
Fait que déjà, j'avais un peu cette influence-là de comprendre la forme, la fonction, la structure, comment que ça vient s'influencer à l'intérieur de tout ça. Puis encore commençant en thérapeute, une des choses qui moi me tannait personnellement, connexion, c'est pas toujours optimal. Tu me diras si ça coupe, c'est pour que je répète au besoin. Oui, parfait. Mais ouais, ce qui m'a tanné un peu en tant que thérapeute, c'est la mentalité un peu du garagiste. Je m'en vais me faire réparer, puis je retourne à mes mauvaises habitudes. Il y a beaucoup cette mentalité-là, du moins dans mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai eu. C'était beaucoup, les gens, ils font pas trop attention, ils veulent qu'on règle leurs problèmes pour eux, puis après ça, ils retournent dans les comportements qui ont créé les problématiques au départ. On vit dans une médecine qui déresponsabilise les gens, qui dit beaucoup c'est la génétique, puis si c'est ça, puis le médecin est formé pour prendre un symptôme, puis donner une correspondance en médication. Tu sais, on est rendu qu'on a donné des noms à une lombalgie, ça veut dire que tu as une condition des lombaires, prends cet antidouleur, mais une lombalgie, ça veut rien dire. Ça veut pas dire, OK, quel lombaire est en rotation, quelle compression, quel muscle est désactivé, ça vient de quoi, ça ne dit rien, c'est juste de l'inflammation au niveau des lombaires, voici ces médicaments. Tu as une cervicalgie, mais tu as quelque chose au niveau des cervicales, prends ces médicaments. C'est pas comme ça que... Donc, évidemment, dans une... Ça, c'est un peu facile pour jouer à ça, pour travailler à ça quand on est médecin ou thérapeute, mais quand on est souffrant, qu'on est le malade en soi, c'est pas nécessairement le type de diagnostic qu'on veut avoir, qui dit rien, en fait, qui dit une région, puis c'est à peu près inflammation dans ce coin-là. C'est ça. Pourquoi j'ai mal? Je veux une explication plus profonde de pourquoi j'ai mal. Dis-moi pas juste que c'est de l'inflammation. Ça marche pas. Donc, une compréhension, puis on aimerait être capable de ne pas retourner aussi dans cet état-là. Puis ça, le rôle d'un médicament, c'est pas nécessairement de ça, c'est de camoufler le feu pendant ce temps-là, puis pourquoi est-ce que j'ai fait un mouvement qui m'a rendu aussi dans cet état-là? J'aimerais ne pas refaire ce mouvement, à la limite, ou apprendre à bouger pour renforcer, puis c'est un peu, je pense qu'il y a un peu de confusion puis de paresse, puis un peu un manque d'effort aussi dans ce côté-là. Puis, mais de notre côté, les médecins ils ont tellement de choses à faire et à voir qu'ils ne peuvent pas être des spécialistes dans tout. Hein? C'est ça. En comprenant ça, on développe un peu plus de respect pour la pratique parce que de l'extérieur, des fois, on a tendance à vouloir les pointer du doigt, à dire qu'ils ne font pas la bonne affaire, mais c'est parce qu'ils en ont tellement à gérer que c'est juste normal qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui vont juste un peu tasser du revers de la main parce que c'est trop complexe pour qu'ils puissent s'attaquer à la problématique. Donc, en étant trop complexe, en demandant trop de temps, trop d'énergie, ben, OK, on va laisser ça aux autres. Ben, c'est ça. Parce que moi, j'ai eu un diagnostic de syndrome fémoro-patellaire. Bon, ça voulait dire qu'à 17 ans, ça n'allait pas bien, mais j'étais plus capable de marcher après. Donc, est-ce que le fait d'avoir un diagnostic a corrigé ma condition? Non du tout. Si on te suggère d'aller voir un orthopédiste, etc., j'ai fini avec des orthèses en métal, un peu comme Forrest Gump sur les genoux, puis des semelles podiatriques au niveau des pieds. Puis finalement, j'avais l'air de Robocop, puis j'allais pas mieux. J'étais en douleur constante. Donc, tu sais, un jour, il faut aller approfondir un petit peu plus, les causes de tout ça. Puis je pense que dans ta quête, tu as quand même appris, sans nécessairement peut-être te guérir. Hein, il y a toujours des trucs qui restent. Le fait que tu restes grand, tu restes dans un monde de petits. On est toujours penché vers les gens. Même moi, je fais juste 1m80, 6 pieds, puis je vis quand même ça au quotidien. Là. Je suis content d'avoir perdu beaucoup de muscles parce qu'avant, quand j'étais assis dans des bancs, des trucs d'avion, etc., je passais des heures comme ça. Alors, ça allait pas bien. Là, je suis content. Maintenant, j'ai un format un peu plus standard. Un peu plus d'espace pour bouger. Hein? Oui, c'est ça. Donc, j'en profite avant de retourner au gym. C'est quel, là, tu as fait massothérapie. Sinon, à part de ça, c'est un peu, c'est quoi les directions que tu as prises pour aller vers plus dans le mouvement? Tu as un background d'arts martiaux, de quoi? Ouais. En fait, c'est là que les chemins commencent à se séparer un peu dans des directions parallèles, dans le sens que à partir du moment où je me suis dit, OK, thérapie, ça colle un peu moins à moi parce que il y a beaucoup de mentalité de garagiste, de réparateur, de règle mes problèmes, je me retourne à mes affaires. Ben, je me suis dit, OK, au lieu de traiter les problèmes en aval, comme à la fin de la rivière, on va essayer de remonter un peu plus en amont. Essayer d'aller travailler un peu plus les habitudes de vie, travailler le mouvement, travailler comment il bouge
pour essayer d'avoir une influence sur le fait que, ben, finalement, au final, ils n'ont peut-être pas besoin d'autant de thérapie que ça. À partir du moment où tu bouges mieux, ben, tu vas moins ressentir la nécessité d'aller voir constamment ton kiné, de moins voir constamment ton ostéo ou ton massothérapeute, parce que justement, tu entretiens la mobilité, tu entretiens le mouvement du corps d'une façon différente. Fait que c'est un peu ça. Ça veut dire que le travail de l'ostéopathe qui va vouloir un peu créer du mouvement entre les fascias et les muscles, ben, le fait de bouger naturellement dans des mouvements plus complexes qui vont un peu au bout de la capacité de l'extrémité, parce que le but, c'est ça. Exemple, faire un mouvement, c'est d'aller au bout de son mouvement. Hein, puis ça va créer encore cet effet-là au niveau des tissus. Puis en même temps, on développe notre proprioception. On fait qu'on réalise que j'ai de la difficulté à aller là. Là, je suis en train de trahir mon mouvement, de compenser ailleurs. Puis ça, cette intelligence corporelle-là vient nous servir ensuite pour nous dire, nous indiquer si on a une patho qui se met en place, si on a un problème de mobilité, si on a un muscle qui n'active pas bien, etc. On finit à comprendre mieux notre corps que n'importe quel thérapeute, limite. Là. Vraiment. Puis chaque fois que moi je vais consulter un thérapeute, ils n'en reviennent pas. C'est comme, t'es conscient de tout ça? Oui. Et puis j'ai besoin d'être conscient de tout ça pour pouvoir te donner le feedback que tu as besoin pour que tu puisses bien faire ton travail aussi. Mais non, c'est clair que au niveau du mouvement, au niveau de la mobilité, c'est intéressant parce qu'à un certain point, à un moment donné, on m'a donné la description qui fit vraiment parfaitement. C'est, tu sais, dans un pilote d'avion avant décollage, il faut qu'il fasse ses routines de vérification. Il faut qu'il vérifie tous les systèmes. Est-ce que tout est fonctionnel pour pouvoir décoller de manière sécuritaire et avoir un vol qui va se passer comme sans accroche. Puis, au niveau du mouvement... Il reste l'imprévisible toujours, mais au moins, ce qui est prévisible, il faut s'assurer que tout va bien. Exact. Puis, au niveau du mouvement, les routines, tu sais, dans le premier module, ce qu'on parle, c'est beaucoup le vocabulaire du mouvement. Fait comment bouger chacune des articulations. Ben, cette exploration-là articulaire, c'est ta vérification avant départ. Est-ce que mon épaule, elle bouge bien dans toute son amplitude, dans tout son mouvement? Est-ce que les coudes, est-ce que les poignets, ça bouge bien? Tu sais, chaque articulation, on passe toutes. Essayer de voir, OK, est-ce que j'ai moins de contrôle? Est-ce que je ne suis pas capable d'accéder à ce mouvement-là? Est-ce que quand je passe, je sens que ça accroche un peu? Est-ce que je sens qu'il y a du sable dans l'engrenage? Puis, ouais, c'est un peu moins le fun, ça. Puis, il faut se souvenir aussi que les articulations, il n'y a pas de système de pompage. T'sais, au niveau tout ce qui est musculaire, on a tout l'apport sanguin qui arrive à cause de la pompe qui est le cœur. Mais intra-articulaire, le liquide synovial, le système de pompage, c'est à travers le mouvement propre de l'articulation. Il faut bouger, exactement. S'il n'y a pas de mécanisme, s'il n'y a pas de mouvement complexe, etc., l'articulation, évidemment, on va moins pomper. Hein. Donc, c'est ça que j'aime aussi de tes manœuvres. Exemple, des trucs que je n'avais pas l'habitude de faire, moi, en entraînement. Quand je faisais du powerlifting puis des compétitions d'hommes forts, on prend les trucs, puis on gaine avec toutes nos articulations. Puis toi, tu nous apprends aussi à sortir de l'axe, en fait, ton articulation, c'est-à-dire de décompresser au maximum puis de faire des mouvements en décompression. Moi, je suis habitué, pour éviter de me blesser, de faire une compression, ensuite de bouger. Donc là, c'est assez nouveau, puis j'ai réalisé, de par tes exercices, que, exemple, les mouvements, je vais baisser un petit peu, on ne voit pas super bien. Au niveau du sternum, exemple, les exercices que tu fais, là, j'ai réalisé qu'en faisant ça, mon épaule gauche, ici, j'ai une compression, ça me fait un peu une neuropathie. Là, je réalise que, il y a quelque chose qui écrase, qui ne va pas bien dans cette direction-là. Je vais me permettre de passer un petit peu plus de temps à bouger ça. Tu parlais aussi de sable dans l'engrenage. Quand je fais mes mouvements au niveau du cou, là, les 8 ou peu importe, tu le sens que ça accroche. Je me suis dit qu'éventuellement, ça devrait être de moins en moins pire, mais j'ai tellement longtemps de la compression dans ces zones-là. Décompresser, réhydrater, puis plus on réhydrate, plus ça va fluidifier un peu l'intérieur de l'articulation, ça va rendre le glissement beaucoup plus facile. Puis, tu sais, le principe de base que j'ai en arrière de ça, moi, c'est utilise-le ou perds-le. Le corps, dans ses stratégies de conservation d'énergie, si tu ne l'utilises pas, c'est beaucoup d'énergie à essayer de conserver la mobilité d'une articulation qui n'est pas utilisé. Fait que la stratégie, c'est si tu ne l'utilises pas, ben, je vais la figer, je vais la fixer pour arrêter de dépenser de l'énergie dans le vide pour rien. Fait que de tout bouger. Je pense qu'il y a un principe un peu comme en neurologie, if you don't use it. Tu penses qu'il y a un principe comme en neurologie. Ouais, OK. Même chose au niveau des articulations. Tu penses qu'il y a une certaine demande énergétique qui se passerait au niveau du système?
C'est l'interprétation que j'en fais. Ça resterait à démontrer de manière un peu plus spécifique, mais c'est vraiment l'interprétation que j'en fais parce que si tu regardes, mettons, des spécialistes de dissection au niveau des fascias comme Gil Hedley, à un moment donné, il y avait une vidéo, il montrait une scapula qui était complètement adhérée à la cage thoracique. Puis il disait, tu sais, ça, c'est une scapula qui, la personne a dû avoir une douleur à l'épaule, a arrêté d'utiliser le mouvement de son épaule. Donc, il y a eu une adhésion qui s'est faite, de par le fait qu'il n'y a pas de mouvement entre les surfaces, donc ça vient s'adhérer. Mais deux, le fait que justement, tu ne l'utilises pas, le corps, il dit, ben, si tu ne l'utilises pas, moi, je vais te le figer là pour arrêter de dépenser de l'énergie pour rien pour ça. Moi, je ne sais pas si j'utiliserais le terme énergie. Je ne veux pas aller à contre-courant de ce que tu dis, mais j'aime l'idée parce qu'il va y avoir une démyélinisation qui va se passer, par exemple, au niveau des cortex, en fait, sensorimoteur, l'information, elle va commencer à devenir de moins en moins claire pour le cerveau parce que si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre. Puis le mouvement, c'est une des fonctions, c'est un envoi. Ben, premièrement, le cerveau doit savoir où est l'articulation avant de la bouger. Donc, c'est une communication toujours entre l'articulation et le cerveau. Et les tissus, même chose qui l'entourent. Exemple, il va y avoir les fuseaux neuromusculaires lents, rapides, les organes de tendinogogie. Eux, il faut toujours qu'ils envoient l'information pour améliorer ta proprioception, ta perception de la zone. Donc, si tu t'en sers pas, ben, tu vas commencer à faire disparaître au niveau cortical l'image précise du truc. Puis si les muscles, les tendons ne bougent plus, pratiquement, on perd cette proprioception qui vient aussi de ces mécanismes-là, on peut dire musculo-squelettiques, articulaires. Mais si ça ne bouge plus ensuite, ben, la tensigrité avec la gravité va nous ramener dans des postures naturelles qu'on va exploiter. Exemple, je suis assis, j'ai les bras vers moi, donc j'ai les épaules basculées vers l'avant. Donc, en arrière, mécanisme naturel de tensigrité, je vais créer des tissus conjonctifs qu'on va, exemple, appeler des fibroblastes, qui sont du collagène, mais avec une unité contractile qui va vouloir retenir l'omoplate en place. Donc, ça fait des petits crochets. Ça ne peut pas tirer, mais ça va juste retenir. Puis là, par stress mécanique, le fait de ma posture, je vais créer de plus en plus de tissus de ces fibroblastes-là, en fait, qui vont servir à empêcher que l'omoplate parte, puis d'économiser cette énergie-là d'un côté. Tu sais, j'aime bien dire que les cueilleurs de riz, ils n'ont pas des super abdos pour se plier en deux comme ça. Ils ont un super fascia de la chaîne postérieure, par exemple. Donc, est-ce que ça concorde un peu ce que tu voulais dire? Peut-être dans d'autres mots? Oui. Peut-être que je m'exprime de manière pas super précise au niveau énergie, mais juste la façon que tu m'en as parlé, ça m'a fait allumer parce que veux pas, tout ce qui est influx nerveux par rapport à la proprioception. Il va falloir que je la fasse, la formation. Tout ce qui est influx nerveux par rapport à la proprioception, ça reste une dépense énergétique juste pour transmettre l'information. Fait qu'à partir du moment où l'articulation ne bouge plus, il n'y a plus d'influx nerveux proprioceptif. Donc, juste quand tu m'en parlais, j'étais comme, OK, sur cette composante-là, il peut avoir une question d'économie d'énergie. Donc, aussi. Puis le fascia est super sensoriel. Il envoie beaucoup d'informations, autant que les mécanorécepteurs que les articulations, les muscles, excuse-moi. On a eu une petite question aussi de Lucia, si tu veux qu'on prenne 2 petites secondes avant qu'on avance. Ah oui, donc. Faire un peu d'interaction. Elle dit, avec quel professionnel j'aurais des chances d'avoir les meilleurs conseils pour des solutions pour reprendre de la mobilité suite à de l'arthrose sévère et absence de cartilage au niveau des chevilles et des genoux? Oh, intéressant. Je te laisse répondre. C'était quelque chose... Bonne question. Ça dépend vraiment. Excellente question. Ça dépend vraiment du professionnel. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que chaque professionnel va avoir un peu sa façon, sa philosophie, sa compréhension qui lui est propre de par son expérience, de par les formations qu'il a faites. J'ai vu différents professionnels, que ce soit en chiro, en physio, qui étaient excellents dans ce qu'ils faisaient. Puis même chose, j'ai été voir d'autres chiro et d'autres physio que j'ai été très déçu de leur approche. Fait qu'à partir de là, ça devient difficile de dire est-ce qu'il y a une profession spécifique que je devrais viser pour m'aider dans cette problématique-là. Il y a un gros, puis tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on parle avec Charles Vaillancourt dans les antifragiles, c'est on a un gros besoin de vulgarisation des approches thérapeutiques disponibles aujourd'hui. Faire connaître qui fait quoi pour après ça, mieux savoir comment mieux se diriger à travers tout ça. Puis après ça, avec des outils comme Nuera vient apporter,
ça reste qu'il pourrait avoir un kinésiologue ou un physio ou un masso ou un ostéo qui pourrait avoir des outils qui pourraient vraiment aider beaucoup avec une problématique comme celle-là, sans nécessairement être dans un cadre professionnel qu'on peut se référer facilement en disant « Ah oui, pour une problématique de mobilité comme ça, je t'enverrai voir un physio. » Ouais. Un autre truc, hein, probablement que la composante alimentaire, composante inflammation systémique, quand on parle d'articulations qui sont à dégénérescence comme ça, Ouais. C'est pas seulement de l'impact, là, hein, à moins que tu sois une sauterelle puis que t'es pas fait pour ça. J'ai mal amorti. Dans ma première phase de ma vie, j'étais une sauterelle. Je me suis défoncé les cartilages. Il y a une composante probablement biochimique qui, en ce moment, se nourrit puis dégrade l'intégrité articulaire. Ça peut être un manque de quelque chose, un manque de bon gras, des choses comme ça, des structures. C'est comme un moteur, s'il manque d'huile, les pistons, ils n'iront pas aussi bien, hein, ils ne bougeront pas aussi bien, puis probablement que ça va créer un problème. Mais d'un autre côté, des fois, on a besoin de régénérer avec des minéraux, en fait, hein, du calcium, vitamine K2, etc. C'est multifactoriel, selon moi, là. Vraiment, Donc, vraiment. La posture aussi, la posture, c'est un énorme joueur dans tout ça. Si la personne a une mauvaise posture, tout le temps en train de comprimer les articulations plus d'un côté que de l'autre. Donc, c'est un sujet très complexe. Moi, en consultation, je vais toujours vérifier la posture, mais je vais aussi regarder, il faut avoir une image un petit peu plus large, c'est-à-dire, est-ce que tu as des problèmes de psoriasis, d'eczéma, des reflux gastriques, est-ce que tu fais est-ce que la peau commence à excréter des déchets, puis là, qu'on va commencer à voir qu'il y a une inflammation systémique qui est en place. La peau qui est sensible partout, la lymphe qui ne va pas bien. Si ça, c'est pas adressé, on a bien beau faire le meilleur protocole sur la terre de mouvement puis de thérapie, ça reste que l'inflammation est dans le système. Elle se nourrit de partout, de ce que tu vas lui offrir comme minéraux, en fait. Puis le corps est quand même bien fait. Si on regarde de l'inflammation, ça va être c'est plus acide en fait comme truc. On a besoin de minéraux basiques pour compenser, comme pour éteindre le feu. Donc ton corps va vider ses réserves de calcium qui sont contenues dans le squelette pour aller essayer d'éteindre ça. C'est un concept, c'est basique en naturopathie, mais ça fait beaucoup de sens quand on regarde ça. On a besoin de l'eau pour éteindre un feu, hein, pas d'huile. Donc, je trouve une porte par rapport à ça. Ça, évidemment, il y a probablement des gens qui peuvent t'aider par rapport à ça. Si tu vas juste voir quelqu'un qui veut absolument te donner un programme de réhabilitation, puis qui ne pose pas de questions sur ce que tu manges, ce que tu dors bien, sur ton inflammation générale, c'est peut-être pas la personne qu'il te faut non plus, là. Donc, c'est vraiment... donc, voilà. Donc, la perspective globale est très importante. Ouais. Donc, oui, côté alimentaire, je suis convaincu qu'il y a beaucoup à changer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant par rapport à ça. Puis encore là, l'alimentation, c'est un autre domaine. Hein. Les gens qui disent « je mange bien parce que je ne mange pas de dessert ou parce que je ne mange pas d'autres choses », mais finalement, ils n'ont aucune protéine dans leur alimentation, ils mangent que des végétaux, ça peut être aussi problématique. Ou l'inverse, on est ce qu'on digère, pas juste ce qu'on mange. Donc, c'est un autre truc. Hein. Donc, j'espère que ça va t'aider un petit peu dans tes questionnements. Charles est exceptionnel, par exemple, comme thérapeute pour ça. Vaillancourt, où la biochimie, c'est un des meilleurs qu'on a au Québec, définitivement. Puis en plus, il fait du sport aussi, donc il comprend beaucoup ces concepts-là. Si on revient à nos moutons, Charles, là, tu nous as parlé de la douleur, la recherche de ce vocabulaire-là, qui est génial. En fait, tu as tes mentors un peu. Ouais. Connexion Internet. Je ne bouge pas. On est-tu revenu? On est là. On est là. C'est un peu, je t'entends pas encore super bien. Bon, pendant ce temps, exactement, je crois avoir à m'informer aussi, effectivement, Lucien. Donc, yahoo, tu peux communiquer peut-être avec Charles. Hop, on va essayer de réinviter Charles qui est disparu. Ça ne sera pas long. Donc, ouais, il y a des petits problèmes de connexion. Excusez tout le monde. On va attendre qu'il revienne, ce petit Charlie. Ah, et voilà, ça devrait revenir. Add to stream, et voilà.
Et voilà. Ben oui, il n'y a pas de problème, pas de souci, tout va bien. Tant que ce n'est pas l'autre qu'on perd. Si on perd l'invité, c'est un peu moins compliqué à organiser. Donc, je disais donc, tes mentors un peu, là tu es allé chercher des trucs dans le mouvement, tu étais formé en massothérapie, tu as commencé à réaliser que bouger, bon, il se passait des trucs, tu as eu des validations qu'on disait aussi avec certains thérapeutes qui trouvaient que tu avais une super belle proprioception. On a parlé un peu du concept de perle, utilise-le ou perle. Donc, on a parlé de nos différentes visions sur le sujet par rapport à la proprioception. Puis, on a même parlé de problèmes articulaires avec Lucia, qui sont multifactoriels. Donc, un peu dans ton parcours, tu as dû voir tu as dû avoir des mentors un peu dans ton chemin ensuite, qui t'a orienté vers le fait de bouger, puis où ça t'a amené tout ça tu étais un peu globe-trotteur comme moi. Moi, j'ai étudié dans 7 pays. Tu en as fait quand même pas mal aussi au niveau de. Puis, tu sais, on pense que des fois qu'on a tout au Québec, mais c'est pas vrai du tout. Là. Ça vaut la peine d'aller voir des gens à l'extérieur, puis de voir un peu leur habitude aussi. Moi, je trouve ça fascinant, observer leur habitude de vie. Qu'on voit que nous, on est dans la performance extrême. Hein. Les gens, c'est soit qu'ils font absolument rien, ou soit qu'ils veulent être le champion du monde demain matin, puis qu'ils sont ultra restrictifs dans le contrôle, puis on n'a pas d'hygiène de vie. J'arrive en Suisse, exemple, meilleur exemple, je peux donner le pays, selon moi, que l'hygiène de vie est la plus supérieure. Les gens marchent, puis c'est toujours comme ça, mais ils font du vélo, ils font aussi ça, ils gèrent leur agenda de façon à avoir des fuck-off days, comme on dit, c'est-à-dire des journées qui font rien à part s'amuser, faire du sport. C'est Marc Telesco qui dit ça, il est hilarant. C'est-à-dire passer du temps dans la nature, profiter de l'environnement, profiter de ça. Nous, souvent, ces journées-là, on va les passer devant Netflix au jeu puis le reste du temps, on va faire de l'ultra-performance. Donc, c'est un peu débile. Puis, je regarde en Suisse, je vois les gens qui ont l'air 10 ans plus jeunes que nous. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Bon, moi, je suis quand même chanceux, là, mais en général, voilà. Donc, tes voyages t'ont emmené où un peu? Vers quel type de mentor tu as eu qui t'a appris des choses que maintenant, je sais que tu te sers d'un système un peu hybride au niveau de ton approche. Donc, tu as souvent des beaux petits mentors intéressants dans tout cela. Oui. En fait, le premier digne de mention, c'est vraiment mon maître de capoeira. Au niveau de la capoeira, ça fait quoi? Ça fait pas loin de 15 ans, je pense, que j'ai commencé à pratiquer. Puis déjà, juste en termes de globalité au niveau de cette pratique-là, j'avais approché ça comme au début comme un art martial qui est cool, qui est acrobatique, qui est très beau visuellement. Mais un coup que tu plonges un peu plus dans la pratique, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mobilité plus près du sol, il y a beaucoup de mobilité debout, mais il y a beaucoup de mobilité aussi aérienne. Donc, il y a comme 3 niveaux déjà d'intégration au niveau du mouvement. Il y a toute la composante musicale en arrière de ça qui a aussi motivé une partie du parcours. J'y reviendrai tantôt. Puis il y a le côté jeu. Il y a vraiment le côté jeu en arrière de ça, d'avoir l'interaction physique, l'échange non-verbal entre 2 personnes qui, au final, tu peux en apprendre beaucoup sur toi-même dans ces interactions-là. Puis c'est super intéressant, mais au niveau, tu sais, déjà au niveau mouvement, c'est beaucoup de coordination, beaucoup d'équilibre, beaucoup de mobilité. Puis après ça, tu embarques la rythmique. La rythmique, pour comprendre la rythmique, une des choses qui m'a motivé, je me suis dit, OK, si je veux comprendre comment jouer avec les musiques, jouer avec la rythmique, ben, je vais aller faire des cours de musique. J'ai fait quelques cours de musique pour comprendre tout l'aspect rythmicité. Puis là, après ça, l'étape suivante, après ça, je me suis dit, non, mais là, la capoeira, c'est une danse de mouvement, fait qu'on va apprendre à danser. On a l'aspect musique, on va essayer d'intégrer ça sur la danse. Fait que j'ai, pendant 5 ans, j'ai été professeur de danse en couple, parce qu'à l'intérieur de la danse en couple, encore une fois, il y a toute une dynamique de mouvement, mais de mouvement qui est guidé à travers un lead puis un follow. Fait que tu as une personne qui va leader le mouvement, qui va guider le mouvement de l'autre personne. Fait que déjà, il faut que tu aies une compréhension de qu'est-ce que tu veux guider pour être capable de bien faire comprendre le message. Fait que déjà, ça a installé des idées, puis des graines, puis des façons de penser sur si je veux bien transmettre une information, il faut que je sache comment bien la démontrer, comment bien la guider, comment faire en sorte que la personne soit capable de ressentir ce mouvement-là. Fait qu'il y a eu beaucoup d'influence à partir de la danse dans toute la compréhension de l'univers du mouvement, puis particulièrement la danse en couple. Les danses individuelles, c'est un autre environnement. Ça reste très dans le mouvement, dans l'expression, mais moins dans l'aspect communication, connexion. Fait qu'il y a de la valeur dans chaque...
Tu m'as fait allumer un truc, hein? Quand on danse à deux, tu as une gestion du corps qui est vraiment différente de à deux. Premièrement, tu as moins l'attention qui est dirigée directement sur toi. Ça peut être plus facile, peut-être être moins timide. Mais d'un autre côté, Ouais. tu peux pas bouger de la même façon sans accrocher l'autre, sans le nuire dans son propre expression du mouvement. Puis en même temps, il faut que ça te garde un peu comme jouer dans un groupe de musique. C'est pas comme quand je joue tout seul, la guitare, ben, je fais ce que je veux. Mais quand tu joues dans un groupe de musique, il faut que tu écoutes ce que les autres font, puis tu rajoutes sans enlever de la valeur à l'autre, évidemment. Mais il faut que tu rajoutes de façon harmonieuse quelque chose. Puis là, il y a un travail vraiment au niveau cognitif qui est très différent. La gestion de l'espace aussi, là. Mais comme en musique, on serait la gestion des gammes, tu ne veux pas faire quelque chose qui va mal faire paraître l'autre. Ou si toi, tu fais une fausse note, tu vas déranger tout le monde. Donc, c'est quand même fascinant de faire des jeux à deux versus à un, des trucs en solo. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis ça va venir dans le processus de certification que je suis en train de mettre en place. Ça va venir dans les derniers niveaux, justement, l'intégration du travail de partenaire. Comment qu'on est capable de créer un environnement d'intégration du mouvement et d'apprentissage à travers la relation qu'on a avec l'autre. Parce que une des choses que j'ai vues beaucoup avec la Capora, moi, c'est comment je me sens, moi, personnellement, à mettre de la pression sur quelqu'un. Comment lui, ça va affecter son mouvement, comment ça va affecter ses niveaux de stress, comment ça va affecter sa stabilité, sa mobilité, juste du fait que j'y mets de la pression. Puis de l'autre côté, quand je joue avec quelqu'un qui est plus expérimenté que moi, comment moi je réagis par rapport à la pression que lui, il va m'imposer, comment je m'adapte, comment je suis capable de quand même prendre ma place malgré le fait que je suis clairement pas le personnage dominant dans ce jeu-là. Fait à l'intérieur du jeu, à l'intérieur de l'interaction, à l'intérieur de différents jeux qu'on va essayer de mettre en place puis créer pour les prochaines certifications, ben, il va y avoir cet apprentissage-là de comment je me positionne, comment ma position va influencer l'autre, comment que ça va s'installer dans un dialogue, dans une communication qui va être beaucoup plus complexe, d'où le pourquoi du vocabulaire du mouvement du niveau 1. On apprend un vocabulaire de base de la même façon qu'on apprend une langue. Puis pour pouvoir parler de manière courante avec des gens, ben, ça prend un minimum, une base de vocabulaire. Puis après ça, au début, tu apprends le vocabulaire par toi-même, mais après ça, tu le rentres dans une conversation avec quelqu'un. Puis au début, c'est des conversations qui sont un peu plus structurées dans ta tête parce que tu dis, OK, il faut que je parle de ça parce que c'est juste ces mots-là que je connais. Puis à partir du moment où tu sors de ce registre de vocabulaire-là, tu es perdu. Au niveau du mouvement, c'est la même chose. On veut essayer d'installer une base de vocabulaire de mouvement qui va être le plus vaste possible pour qu'après ça, ça facilite les interactions et l'apprentissage dans différents environnements. Que ce soit apprendre un nouveau sport, que ce soit commencer à faire de la danse, que ce soit aller faire de l'escalade, que ce soit juste jouer avec ses petits-enfants parce que les petits-enfants commencent à vieillir, puis là, ils commencent à vouloir jouer avec toi, ben, si tu n'as pas le mouvement, si tu n'as pas la mobilité, si tu n'as pas la capacité de connecter avec eux, ben, ça va rester quelque chose qui est difficile. Mais si tu as tout ce vocabulaire-là, si tu as tout ce bagage-là, naturellement, ça va venir, OK, on joue, puis ça va être naturel. Fait que ça va vraiment avoir un impact, ça va vraiment avoir une influence à différents points, différents niveaux d'intégration, autant personnel, professionnel. Es-tu là? OK, parfait. Ouais. Ça me rappelle un truc. On est là? Oui. Oui, on est là. Ça me rappelle, j'ai joué avec Sadio Sissoko, c'est un griot sénégalais. Tu m'entends? Oui. OK, c'est parce qu'on a un petit délai. Il y a un petit décalage. Donc, ouais, c'est ça. Donc, avec Sadio, c'est intéressant parce qu'il lui me racontait aussi dans son pays, au Sénégal, quand tu joues des percussions, ben, c'est les danseuses qui peuvent te challenger. Donc, ça va être la danseuse qui va faire les mouvements, puis toi, il faut que tu fasses les sons en même temps. Puis là, c'est un peu une façon d'éliminer, t'es pas prête, t'es pas rendu là pour être bon. Puis là, la pression, c'est eux qui la subissent, même si c'est eux, les musiciens. On est habitué de voir les musiciens qui jouent, puis que la danseuse joue, mais eux, à un certain niveau, les bons danseurs, ils vont venir faire l'inverse, mettre la pression aux musiciens. Ça, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas s'il y a le même concept au Brésil où c'est vraiment l'inverse qui se passe, c'est que les danseurs jouent sous la musique. Brésil, même chose. Même chose. Ah ouais? Les danseurs peuvent nuire. Ben, tu vois qu'il y a de l'Africain aussi beaucoup au Brésil, hein, la culture africaine, c'est bon. OK, c'est intéressant.
à travers toute la dynamique, la période d'esclavage, il y a beaucoup de cultures africaines qui s'est mêlée aux cultures indigènes brésiliennes. Puis, entre autres, c'est ce qui fait une des richesses de la capoeira, c'est tout ce mélange culturel et religieux-là. Mais là, au niveau de la musique, c'est très similaire. La musique va dicter le rythme, mais le rythme va aussi dicter la musique. Fait que là où tu as du monde qui danse, ça va influencer ta musique et la musique va influencer la danse. Puis les deux, ça s'alimente. Pareil comme la danse en couple. On a une idée préconçue que la danse en couple, c'est tu as une personne qui guide, tu as une personne qui suit, puis that's it. Mais une belle danse, c'est une danse qui coule, qui est fluide, c'est un dialogue, c'est une interaction, ça va vraiment dans les deux sens, c'est bidirectionnel. Fait que ça dénote un peu le niveau de maîtrise un peu plus élevé quand tu réussis à tomber dans ce dialogue-là, dans cette capacité d'échange-là. Super intéressant. Là, tu as passé du temps au Brésil, ce que je sais par rapport à ça. Ouais. Oui, j'ai eu quelques voyages au Brésil pour découvrir un peu justement, approfondir la culture brésilienne, principalement au niveau de la capoeira, mais aussi au niveau, j'ai fait des cours de musique au Brésil, j'ai fait des cours de danse, je me suis ramassé dans des environnements de danse que je me sentais vraiment pas à ma place. Le petit gringo qui arrive, qui est comme OK, attends un peu, là, je suis entouré de professeurs de danse, puis moi, ça fait pas 15 ans que je danse ces types de danse-là, mais pourtant, je rentre dans ces environnements-là, je parlais pas tout à fait la langue à l'époque. Fait que plus que comprendre, fait que j'essayais de me fier beaucoup aux mouvements, aux postures, aux intonations. Je suis comme, OK, ouais, on essaie de s'adapter, mais tout de même très enrichissant comme expérience. Je suis allé 2 fois, 3 fois au Brésil jusqu'à date dans ces événements-là. Sinon, ouais, jusqu'à date, parce que l'année prochaine, il y a des rumeurs qu'il y aurait peut-être une autre rencontre internationale, donc à voir si je vais pouvoir me joindre à cette expérience-là. C'est dans les plans. On ferait traduire ton cours par Fabio. Hein? Ben oui, clairement. Si tu parles la langue, c'est bien. On va s'assurer que ça soit bien monté, puis on va se faire un plaisir de t'envoyer là avec Nura. Yes, sir! Mais sinon, dans les autres... Je te laisse. Vas-y, non? Ben, tu as d'autres pays que tu as fait aussi. Je sais que tu es allé en Islande, puis je pense quelque part en Asie aussi. Je suis plus trop certain. En fait, aller faire des danses balinaises. On n'a pas fait la danse balinaise, mais on a eu des spectacles de danse balinaise. Ouais, c'était cool. C'est franchement intéressant. Moi, ça me fascine. Dans les événements auxquels j'ai... Dans les événements que j'ai participé à l'extérieur, c'était beaucoup... en fait, c'était les événements Masters of Movement. Fait que les Masters of Movement, l'idée de base, c'est on réunit différents professionnels de différentes disciplines pour, après ça, essayer de trouver le fil directeur entre chacune de ces pratiques-là. Les premiers événements que j'ai participé, c'était à Toronto. Puis, tu sais, Toronto, on a fait de l'équilibre sur les mains, on a fait du parcours, on a fait de l'haltérophilie, puis on a fait du hip-hop dans la même semaine. OK. C'est intéressant. C'est comme, OK. Puis après ça, tu essaies de trouver le fil directeur au niveau, OK, c'est quoi le vocabulaire de mouvement, c'est quoi les positionnements. Puis à un moment donné, tu réalises qu'il y a beaucoup de similarités, c'est juste que c'est exploité à une fin différente. Sinon, après Toronto, il y a eu événements à... J'essaie de me souvenir de tous les événements que j'ai faits. Ah, il y en a beaucoup! Bali, ça a été un événement où c'était axé beaucoup sur la gestion de la peur. La gestion de la peur, c'était premièrement l'événement où on ne savait pas d'avance qu'est-ce qu'on allait faire comme activité. Tu fais juste te faire dire comme, OK, tu prends ton billet d'avion pour être à Bali de telle date à telle date, mais on n'avait aucun autre détail supplémentaire. On se faisait ramasser par un transport à l'aéroport, puis OK, on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça commençait direct, là, le concept. Ouais. Puis un coup, tu sais, déjà, avant de s'inscrire, tu as déjà tout l'élément gestion de OK, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais oh well, apprendre à laisser aller, puis on embarque dans le train. Puis ce qui est intéressant de cet événement-là, c'est qu'on a fait du canyoning, on a fait de la boxe taille. Oh yeah! On a fait du surf. On a fait de la plongée en apnée.
y a-t-il d'autres choses qu'on a faites? On a marché sur le feu. Dans la gestion de la peur, marcher sur le feu. C'était vraiment cool. Mais, tu sais, toutes les activités ont été réunies un peu sur le concept de, OK, tu sais, c'est comment que la peur peut devenir un élément limitant dans ta vie, puis comment que la peur va aussi affecter toute ta physiologie. Puis le point marquant de ça... On parle tout de mobilité. Moi, c'est ce que je montre toujours en pratique. Hein. J'utilise tout le temps le système nerveux pour montrer l'engagement du sympathique ou du parasympathique. Là. Puis c'est incroyable. Au niveau thérapeutique, pratiquement, je ne veux pas donner de chiffre, mais 80% au moins de nos problèmes viennent d'un mauvais encodage au niveau cortical. En fait, le cerveau qui protège le corps en rigidifiant le tout. Mm-hmm. La pain matrix, on peut dire. C'est quelque chose que j'enseignais beaucoup quand je donnais plus d'ateliers sur l'équilibre sur les mains. Parce que tu as beaucoup la composante de gestion de la peur du fait que tu as la tête en bas. Puis j'enseignais comment apprivoiser ce feeling-là, mais sans nécessairement le surcharger. Parce qu'on, tu sais, il faut comprendre la peur qu'on a peur parce que ou bien on ne connaît pas, ou bien on sait qu'on n'a pas le contrôle, ou c'est quelque chose qui est comme tellement nouveau que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais si tu es capable de décortiquer les exercices pour créer la confiance à travers OK, je m'expose progressivement à la sensation, je m'expose progressivement à qu'est-ce que j'ai de besoin pour contrôler le mouvement, puis je me fais expliquer d'avance que OK, il va arriver ça, ça, ça. OK, je me sens plus en contrôle, donc la peur va être un peu moins présente. Mais dans un événement comme on a eu à Bali, tu arrives en haut de, mettons, je pense OK, tu arrives en haut de l'aise, puis tu te fais dire saute dans le trou, mais tu sais, le trou, il n'est pas large, là. Puis il faut que tu sautes dans l'eau là. Pas là, pas là, pas comme là. Tu arrives en haut de la falaise de, je pense qu'il y avait un point de 6 mètres, puis il y avait un point de 9 mètres. Mais quand tu arrives en haut, tu sens le serrement à l'intérieur, puis tu dis, oh, OK, t'en peux. Est-ce que je laisse cette sensation-là me limiter dans mon action ou je la ressens, je l'accepte comme étant quelque chose de normal? C'est un système de protection à la base. Tu as peur parce qu'il y a quelque chose de dangereux. C'est normal, on a besoin d'avoir ça. De nouveau, potentiellement dangereux, effectivement. Donc, apprendre à utiliser ça, apprendre à gérer ça, ça a été une super belle expérience. Puis le marcher sur le feu, ça a été le point marquant parce qu'on a eu deux traditions. On a eu la tradition balinaise qui nous expliquait comment connecter les énergies du ciel et de la terre à travers le rire pour avoir un corps qui est relâché, qui est détendu par rapport à l'expérience de marcher sur le feu. Fait que déjà, je suis comme rire, relâché, détendu. OK. Après ça, on rejoignait un autre spécialiste que lui, il est plus dans la tradition scientifique. Il dit le bois, c'est un mauvais conducteur au niveau thermique. Donc, le temps de contact de ton pied, normalement, ne devrait pas être assez long pour créer du dommage, créer une brûlure. Mais il nous expliquait aussi de l'autre côté que si on avait un stress, si on avait une peur, si on avait une appréhension, ça affectait la conductisabilité électrique au niveau de la surface de la peau, qui faisait qu'on était plus vulnérable. C'est intéressant. Littéralement. Ça regarde la réponse galvanique de la peau. Oui. Les blessures apparaissent dans un état, on peut dire, de courant de blessure. La charge électrique du corps va changer, puis ça peut rester par certaines zones. Ça, c'est des principes qu'on enseigne dans le niveau 1 qui est devenu maintenant le cours sur la peau et les problèmes bioélectriques, en fait. Puis c'est vraiment intéressant parce que notre peau est conductrice. Puis elle store des informations, puis la charge change au niveau de certaines zones. Donc, c'est fascinant. Alors, c'est très cool d'entendre ça. C'est intéressant, ça me parle beaucoup. Oui. Ça a changé ma perception de tout ce qui est mouvement, thérapie, parce qu'à partir de là, je me suis dit, si le mental vient affecter autant la susceptibilité de se blesser, ben à partir de là, c'est plus juste une question d'être capable de bien bouger ou de s'entraîner ou de faire telle ou telle thérapie. Il y a aussi un gros travail mental qui doit être fait pour t'assurer que tu sois dans un bon état d'esprit quand tu vas pratiquer tes activités ou juste quand tu vas vivre au quotidien, parce que la plupart des blessures, on s'entend, ça arrive dans des moments de distraction au quotidien. Ouais. Que ce soit au travail, que ce soit dans... Moi, je le remarque, là, c'est vraiment là que je me blesse. C'est quand je suis stressé ou quand je suis frustré de quelque chose, instantané. C'est ça.
La peur moule la conscience. La conscience moule la réalité. On va dire, la conscience bouge l'énergie, puis c'est fascinant dans le corps. Ben, on va voir, moi, j'ai toujours été inspiré par des maîtres Shaolin qui, exemple, bougeaient leur chi dans certains endroits de leur corps pour se protéger, des drills, des pointes de lance, des choses comme ça. Puis ils arrivent à résister. C'est fascinant, là. C'est pas que la peau est, oui, la peau, dans leur cas, est plus dure aussi, là. Mais, mais ça reste qu'il y a un conditionnement mental qui se fait, des fakirs, des choses comme ça. Moi, c'est des trucs qui me fascinent. Puis que plus que je vais étudier l'électrophysiologie et l'esprit humain, plus que ça fait du sens que ces traditions-là sont là depuis toujours, mais sans fondation scientifique, mais qu'ils savent parce qu'ils l'expérimentent. Même juste l'exposition au froid, faire des trucs dans l'eau glacée, etc. Notre premier système de croyance, c'est je vais être malade après. Tu ne seras pas malade, là, arrête. Là. Ça n'a aucun rien à voir. C'est pas, c'est pas un critère. Lucia nous dit les liens des fréquences de la musique sur l'ensemble du corps est super intéressant aussi, à mon avis. Effectivement, on a des choses qu'on parlait des rythmes, en fait, des instruments naturels. Hein? On ne parle pas d'un clavier électronique ou d'un DJ. On va parler du bois, du vent, ces choses-là. Puis les rythmes primaires qu'on va retrouver autant Amazon, les rythmes comme ça, ce rythme-là, ce fameux rythme-là, que on se synchronise, c'est un peu hypnotique. On va le voir en musique africaine, on va le voir dans toutes les tribus, les Amérindiens, etc. Puis c'est un peu notre connexion, notre rythme primaire qui nous connecte à toute chose. C'est vraiment intéressant, ça. Il y a une cohérence avec ce rythme le corps. Ouais, il y a tout un aspect co-régulation à travers la musique aussi. C'est proche du rythme naturel du cœur, en fait. Aussi, ouais. Puis, tu sais, j'ai lu beaucoup sur la théorie polyvagale de Stephen Porges, puis il va chercher l'influence d'une rythmique, l'influence d'une musique, l'influence d'une musicalité, comment que les variations à l'intérieur du rythme vont stimuler la variabilité cardiaque. Puis, tu sais, c'est tout l'aspect de aussi connexion, comment que la musique, c'est rassembleur. Donc, on se rassemble autour d'une bonne musique. On vient co-réguler, donc on diminue les niveaux de stress, on est capable de mieux connecter, de mieux s'exprimer, de mieux... C'est hyper intéressant quand on commence à faire la connexion entre la musique, les interactions sociales, le mouvement. Il y a beaucoup de matériel là-dedans. J'espère qu'on va en parler dans le cursus, au moins ouvrir des portes, parce que j'écris du contenu, moi, avec les fréquences beaucoup, hein, les sons, les lumières, etc. Puis comment que le système nerveux s'adapte par rapport à ça. Hein. On vit une expérience dans le monde physique basée sur le spectre électromagnétique visible par l'homme, mais ces fréquences-là qu'on a visuelles sont converties aussi en son. Hein. On dit on a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, mais 7 notes dans une gamme, dans un octave, excuse-moi, puis etc. On vit complètement dans ce cadre-là du spectre électromagnétique, audible, visible, puis on en fait notre perception de la réalité. Mais plus qu'on est dans la cohérence dans ces trucs-là, plus que c'est puissant, plus que c'est performant. En tout cas, ça, c'est beaucoup de sujets qu'on pourrait parler par rapport à ça, mais je m'amuse beaucoup. Justement, on va faire des recherches là-dessus. Ouais. À Nantes, j'ai beaucoup de stock déjà décrit avec les fréquences, les couleurs, etc. Mais je suis à Nantes en ce moment, je donne la formation sur les voies énergétiques dans le corps humain. On parle aussi des chakras, des méridiens, ces choses-là, puis c'est fascinant. Là. On utilise des couleurs, des lumières pour activer différentes parties du corps. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Raphaël dit bonjour. Salut, Raphaël. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc, là, tu as fait Bali, l'Islande. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. C'est un pays, je me demande qu'est-ce que tu allais faire là, toi. À part te faire lancer par des géants. Encore une fois. L'Islande, c'était encore une fois un événement Masters of Movement. Cette fois-ci, l'Islande, on s'entend, c'est la terre des hommes forts, là, donc on allait là pour s'entraîner avec les hommes forts. Principalement Magnus Ver Magnusson, qui est 4 fois champion du monde au niveau des hommes forts. Puis essayer de s'inspirer puis partager un peu l'expérience de ce bonhomme-là, dans le sens qu'il nous racontait des histoires, puis j'en ai parlé dans l'enregistrement du podcast avec Charles ce matin. Il nous racontait des histoires, comment que lui observait un peu qu'est-ce qui était déséquilibré au niveau des techniques d'entraînement, puis comment essayer de retrouver un peu l'équilibre à l'intérieur de ça. Il disait, OK, évidemment, on a la force, les hommes forts, force. Il y a une question d'endurance, parce que les épreuves, ils s'étirent un peu.
Mais il dit, les hommes forts, c'est des gros gaillards qui ont généralement pas de cardio. Fait que lui, à un moment donné, il s'est dit, OK, je vais développer mon cardio, je vais embarquer sur un elliptique, puis j'arrête pas tant que j'ai pas la patate qui pompe puis à bout de souffle. Aucun protocole de périodisation, c'est juste, j'embarque sur l'elliptique, puis je pousse. Il est devenu 4 fois champion du monde comme ça. Ah! Ben, c'est okay. un peu ça. Hein? Ça arrête quand ton corps arrête. C'est un type d'entraînement qui est complètement normal. Nous, on se donne des temps, c'est ça, puis on vise des distances, puis etc. Mais la réalité, l'homme fort, c'est ce qui se rassemble le plus, la réalité, selon moi, de je vais jusqu'au bout de l'épuisement, etc. Puis c'est ce qu'on vivrait en tant que chasseur ou de n'importe quoi. Là. Ta vie est en danger, tu fais ton épreuve, puis c'est quand que l'autre casse avant toi. Puis c'est complètement ça. Le type d'entraînement, moi, c'est ce que je préférais faire au gym. L'aspect compétitif aussi on est ensemble, tu l'as fait, je vais le faire moi aussi. Puis c'est pas comme pousser le nombre de reps avec une fréquence, le nombre avec des petits jeux d'une plaque ou deux. Si tu prends cette roche-là qu'on ne sait pas combien capable, on s'en fout, tu es capable de la lever, puis bouge avec. Puis il y a de quoi de vraiment intéressant à faire ça. J'ai fait des compétitions au Québec aussi d'hommes forts. C'est vraiment un truc. J'ai levé des charges en compétition que je n'aurais jamais levé. Au gym, pourquoi? Parce qu'il y a 500 personnes qui regardent, vous êtes crié après, puis l'espèce de pression que tu parlais, puis que là, il faut que je le fasse. Là. Je le fasse pour moi, puis je le fasse, je représente mon gym, je représente... C'est vraiment intéressant. Bon, ça a dû sortir de ta bulle de confort pas mal, de ta zone de confort. C'est intéressant. À chaque fois que j'arrive dans des environnements comme ça, je fais toujours la blague, au début, quand ils disent « OK, présentez-vous, qu'on sache un peu vous êtes qui, vous venez d'où. » Puis, en fait, moi, j'arrive, puis ce que je dis souvent, c'est comme, moi, je suis le gars qui a plus l'habitude de bouger autour d'un obstacle que de déplacer l'obstacle. C'est toujours un peu la blague, mais, tu sais, ça reste un apprentissage qui est ultra riche. Puis, tu sais, il nous a fait faire des roches d'Atlas. Puis, les roches d'Atlas, moi, j'arrive là, je suis comme, j'ai jamais été habitué à lever des lourdes charges. Puis, pourtant, avec les techniques qu'il nous a montrées, sans nécessairement beaucoup d'entraînement, tu sais, c'était quoi, 1 journée, 2 journées d'entraînement à partir du moment où il nous a mis sur les roches d'Atlas. J'ai quand même réussi à lever une roche de 100 kilos. Ouais, les petits avant-bras, là, j'ai encore des traces. Les traces d'orgueil. C'est ça. Mais j'ai quand super. même 220, réussi. Ça commence à être une belle roche, là. Ça commence à être intéressant. C'est ça, 100 kilos, 100 kilos, ça commence pas pire, là. Puis c'est ça. C'est bien. Surtout, c'est ça, tu n'es pas habitué avec ça. Ta mobilité a dû t'aider à certains trucs. Puis tes membres, t'avantages, tu as les longs membres, tout ça, pour la roche, c'est génial parce que tu as les longs avant-bras, des bras. Tu t'assieds avec, puis là, tu peux la lever aussi sur une plateforme. Tu as fait de la plateforme ou de l'épaule, tu as fait? On les levait pour les mettre sur la plateforme. OK, donc c'est ça, les plateformes sont assez hautes. Donc, c'était une grandeur, oui, on est là. Ouais. C'était une bonne grandeur, ça l'aide. J'ai eu des gens que j'ai coachés, des champions provinciaux qui n'étaient pas assez grands. Donc, la plateforme, ils sont obligés de casser leur technique pour la déposer. Donc, toi, tu as des longs membres. Donc, ça, c'est un avantage. Ce qui te manque, c'est l'épaisseur, évidemment, du tronc, des épaules, etc. Donc, absorber des charges pour toi à long terme, c'est pas vraiment un avantage. Non, ça, je l'ai senti. Ça ne fait pas faire du Viking Press, là, tu sais. Ça, j'ai vraiment senti quand il nous a fait faire le yoke carry. Fait que tu as le gros yoke sur les épaules, il faut que tu marches avec ça. J'étais comme, OK, non, moi, ça marche pas. Tu pousses dedans en même temps. Là. Non, c'est ça, tu n'as pas le morphotype pour ça. Mais non, c'est une belle expérience, au moins pour la technique, pour les roches. Vraiment. Excellent. Vraiment, je pense qu'on pourrait parler super longtemps de ces aventures-là. C'est passionnant, c'est cool. Ça mérite peut-être un autre live éventuellement. J'aimerais que tu nous parles quand même un peu du niveau 1 puis d'un peu de ta vision pour les autres cours qui s'en viennent. Parce que là, on va lancer la certification très prochainement. En fait, on a déjà le premier cours qui sort ce week-end. En fait, pour les gens, ça veut dire
On devrait la lancer officiellement. Elle est prête, en fait, c'est juste moi qui manque de temps. Le 11 juillet, ici, 2021. Donc, on va pouvoir lancer des dates prochainement, très prochainement, pour le cursus de 5 modules, en fait, de ta formation, qui va avoir des ateliers aussi pratiques offerts pour ceux qui s'inscrivent au cursus complet pour la certification, pour avoir le titre de Certified Movement Architect. Là, ça va être français et anglais aussi, parce qu'on a les deux, en fait. Donc, on lance le produit en même temps dans les deux langues. Ça va être super. Puis éventuellement, on va t'avoir aussi dans les projets de retraite qu'on veut faire. On attend que les trucs de COVID se mettent un petit peu plus en place. Mais là, on va pouvoir parcourir. Puis ça va être ce que tu apportes à l'équipe. En fait, c'est génial. Puis on ne peut pas te cloner. On a Greg White ici, on a Adam, ils sont super bons dans le mouvement. Que justement, je vais être à Toulouse avec eux dans 2 semaines et demie, qui vont apporter aussi du matériel là-dessus. Mais ta spécificité est vraiment unique. Tu sais, c'est pas comme eux. Donc, on va pouvoir s'amuser pas mal avec ça. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu du premier niveau. Qu'est-ce que les gens s'attendent? Moi, c'est sûr, je peux donner mon opinion personnelle parce que je suis consommateur de ce produit. Je suis super content de le faire. Je l'ai fait faire à mes étudiants tantôt dans le cours. Quelques drills de mobilité, c'est très cool de voir les gens que chacun a une expression corporelle vraiment différente. Ouais. Mais toi, où tu t'en vas avec ça? C'est quoi de A à Z, les gens qui peuvent s'attendre un petit peu en suivant ça? Oui, c'est le fun d'avoir un titre, mais est-ce qu'ils peuvent faire des ateliers de groupe avec ça? C'est quoi qu'ils peuvent voir au niveau de la performance, de la douleur, de n'importe quoi? Quoi qu'ils vont venir chercher avec ça, outre un titre professionnel? En fait, tu sais, je parlais un peu au niveau de la thérapie, comment que j'avais appris les principes d'architecture, comment tu as des arches de voûte, comment tu as des transferts de force, comment tu as le déplacement du centre de masse. Ben, en quelque part, c'est toute cette compréhension-là d'essayer d'aller chercher différentes connaissances de différents domaines. Parce qu'à la base, moi, je suis un vulgarisateur. Je suis quelqu'un qui aime ça, prendre quelque chose de complexe, le décortiquer puis l'expliquer au monde en termes qui sont facilement digestibles. Puis, tu sais, c'était marquant dans des environnements de danse parce que j'étais capable de bien expliquer quelque chose pour que le monde fasse comme « Ah, OK, cool ». Mais même au niveau du mouvement, vu que c'est complexe, c'est raffiné, ben, d'avoir la bonne compréhension, avoir les bons termes, savoir comment bien le démontrer, ça fait en sorte que ben, tu es capable de progresser beaucoup plus rapidement. Fait que le niveau 1, je l'ai basé un peu sur ces principes-là. OK, niveau 1, c'est vraiment les isolations articulaires. Comment comprendre, comment bouger chacune des articulations pour essayer de créer ce vocabulaire-là, ce contrôle-là, voir comment que, OK, je suis capable de trouver la coordination. On est-tu là? Ça marche-tu? Oui, on est là, on est correct. On est une petite paire. OK, cool. Toujours le décalage. Fait que l'idée du niveau 1, c'est vraiment ça, c'est acquérir le vocabulaire pour qu'après ça, quand on va tomber dans des séries de mouvements plus complexes, après ça, quand on va tomber dans tout ce qui est un peu plus coordination du corps en déplacement dans l'espace, je pense entre autres à tout ce qui est déplacement inspiré des animaux. Je ne veux pas dire Animal Flow parce que ça n'a rien à voir, ce que je fais n'a rien à voir avec ce que Animal Flow va faire. Qui s'appelle, oui, effectivement, qui s'appelle comme ça. Oui. Fait que, tu sais, ce que je fais, ça n'a un peu rien à voir avec ça parce que il y a tellement de nuances, il y a tellement de variations, il y a tellement de... Tu sais, on parlait, dans la formation, on parle de composantes tactiles, proprioceptives, vestibulaires. On fait pas beaucoup d'exercices d'équilibre vestibulaire, mais comment chacun des exercices de déplacement... Tu fais pas beaucoup d'exercices d'équilibre, tu as dit? Oui. Dans le niveau 1, dans le module 1, on est moins dans les exercices d'équilibre. Je garde ça pour plus tard parce que déjà, l'équilibre, c'est une complexité. Mais comment que, en comprenant ces différents éléments-là, tactile, proprioceptif, vestibulaire, comment qu'après ça, tu as un client en face de toi qui a une difficulté avec tel exercice, ben, tu es capable de cibler comment modifier l'exercice, comment adapter l'exercice pour que tu puisses intégrer une composante proprioceptive ou comment modifier un exercice pour que tu puisses intégrer une composante vestibulaire. Fait que ça fait en sorte que tu développes une créativité, tu développes un bagage, littéralement un vocabulaire qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus varié, qui permet de s'adapter à différents contextes, différents environnements, différents sujets. Donc, la certification complète,
c'est vraiment de donner une compréhension, de donner une éducation sur comment le mouvement fonctionne pour après ça être capable d'adapter de manière spécifique à soi, mais aussi à la personne qui est devant nous. Puis comment éventuellement amener ça dans un contexte d'improvisation, comme je disais, éventuellement, je ne sais pas encore si ça va être niveau 4 ou niveau 5, mais il va y avoir des grosses composantes d'interaction, travail de partenaire. Donc, dans le travail de partenaire, c'est là qu'on va intégrer l'aspect imprévisibilité. Comment on est capable de s'adapter physiquement dans des contextes un peu plus imprévus. Un des trucs que je n'ai pas parlé dans le live d'aujourd'hui, c'est au niveau du parcours. J'ai enseigné le parcours lors du déplacement pendant quelques années et j'ai beaucoup appris des gens dans cet environnement-là de par le fait que justement, tu es dans un déséquilibre contrôlé pour pouvoir atteindre la prochaine destination, mais il faut que tu acceptes d'être en déséquilibre. Souvent, en entraînement, on va se dire qu'il faut que je sois équilibré, il faut que je sois stable, il faut que je sois bien centré. Ouais. Mais dans d'autres contextes, tu as besoin d'utiliser ce déséquilibre-là pour te permettre d'atteindre un autre objectif. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup, le chaos training, entre autres. Là. En fait, l'entraînement chaotique, on n'est pas toujours une situation de vie parfaite. Hein? Exemple, quelqu'un qui est sur une tempête de mer, une tempête sur la mer, il est dans le bateau, excuse-moi, t'as bien beau les super stabilisateurs, mais ça se peut qu'il y ait du chaos autour de toi, il faut que tu sois capable de bouger dans différentes postures, que ça ne se passe pas nécessairement bien. Les gens qui se blessent souvent au basketball, au football, c'est des gens qui sont souvent dans les airs et ne savent pas comment ils vont atterrir parce qu'ils peuvent se faire plaquer dans les airs ou peu importe. Là. Donc, ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi de la réalité. Il y a des choses la glace dehors l'hiver, on met le pied sur une plaque noire, une place de glace noire, mais il faut que le corps soit capable d'atterrir, de réagir puis de se protéger. Là. Donc, apprendre comment tomber de manière sécuritaire, ça va aussi faire partie du cursus parce que la vie va nous placer dans des positions qu'on ne veut pas nécessairement, mais on n'aura pas le choix de se ramasser là. Et qu'à partir de là, c'est comment tu t'adaptes, comment tu es capable de tomber, comment tu es capable d'amortir l'impact sans créer de douleur ou de blessure. C'est Louis qui disait ça, je crois. Si tu ne maîtrises pas le sol, tu ne maîtrises pas le mouvement, un truc comme ça. La relation qu'on a, c'est avec le sol. Puis j'apprécie beaucoup tous les trucs de slackline ou des affaires de même, mais ça n'a rien à voir avec apprendre à jouer sur un sol dur. Effectivement. Ben, ça correspond plus à la réalité, là. Il y a ça, je vais en écrire des formations là-dessus, là, dans le neurotraining, la différence entre le writing reflex et le tilting reflex, qu'on va dire. Exemple, tu peux être sur une planche. Exemple, je suis sur un surf. Mais ma planche est très stable. Sauf qu'elle est sur une surface instable, qui est le sol, qui est l'eau, en fait. Puis il y a d'autres choses que je pourrais être sur un bossu qui est inversé, c'est-à-dire ma plateforme est instable, puis je la mets sur une surface stable. Donc, c'est deux types de réflexes, puis des mécanismes complètement différents pour le corps ensuite. Tu as des chevilles instables sur un plancher stable ou des choses comme ça. Tu as des patins. Bon, des patins, okay, c'est une lame, on va dire, sur de la glace, c'est instable, là, mais il y a des façons de s'amuser avec ça. Hey, salut! On a Philippe, salut! Un autre salut Philippe! Philippe va faire du réécoute le truc, parce que je pense que tu vas apprécier ça, puis tu vas apprécier surtout la formation qui s'en vient. Bon, excuse-moi. La fille du Airbnb vient de m'appeler, il faut que je la rappelle. Donc, à part de ça, pour la suite, comment tu vois ça, toi, par rapport aux autres? Là, on a le vocabulaire du mouvement, la première des choses, c'est-à-dire, bon, comment tu bouges des segments articulaires, etc. Les autres niveaux, comment tu peux nous dire ça, en gros, le pré-final pour les gens, là, pour nous convaincre? Premièrement, s'inscrire dimanche au premier cours, hein, les cours... sont abordables. Ce pas des cours qui vont être hors de prix, c'est des cours qui sont là pour aider tout le monde, mais que tout le monde devrait faire, particulièrement. Moi, c'est comme ça que je vois ça en ce moment. En fait, il faut que tout le monde le fasse. Puis autant les thérapeutes, selon moi, que au moins le premier cours, que les thérapeutes devraient le faire pour donner des exercices, des prescriptions d'exercices à leurs patients. Bon, sans dire prescription d'exercices, c'est tout simplement, exemple, moi, j'ai eu une consultation aussi, j'ai vu que mon client...
tout était corrigé, tous les muscles activaient, mais il y avait un mécanisme de protection. Il surélevait le trapèze supérieur pour rien. Donc, j'ai pris ton cours, j'ai regardé un exercice, on lui a donné un exercice au niveau de l'épaule pour aller chercher qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, il y a ça à faire à la maison. Donc, je me suis inspiré du contenu que j'ai pris avec toi pour lui donner un exercice à la maison. Donc, voilà. Merci, Charles. Donc, c'est des bonnes idées parce que tu vas tellement chercher différentes rotations, des protractions, des drôles de rotations, des drôles de mouvements que des fois, si la base ne fonctionne pas, puis elle crée une douleur ou elle crée un patron moteur erroné, on va investir là-dessus. Puis la prochaine fois que vous le revoyez, trouver une progression d'exercice si nécessaire. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Juste le niveau 1, tout le monde devrait le faire. Mais pour la suite, des fois, ça peut être plus compliqué. Ce n'est pas nécessairement à la portée de tous de faire du parcours, de faire des mouvements plus avancés. Mais c'est quoi que tu vas offrir à ces personnes-là? C'est le genre de truc j'essaye de faire ça de manière intelligente. Là, une des citations que j'ai déjà entendues par rapport au monde du mouvement, c'est comment créer une structure à l'intérieur du chaos. C'est un monde qui est très complexe, qui est très riche, mais en même temps très difficile à vouloir organiser dans une progression logique. Oui. Donc, mon idée que j'essaye d'amener là-dedans, c'est vraiment amener des outils, amener une compréhension, mais surtout amener une intégration. Fait que c'est pour ça, comme tu dis, le niveau 1, le faire pour soi avant de le faire pour les autres, pour être capable d'intégrer, pour être capable de le ressentir, pour être capable de le vivre. Après ça, tu es capable de mieux le transmettre. Puis après ça, le niveau 2, 3, 4, ce qui va arriver, c'est que là, niveau 1, on est dans une exploration des amplitudes articulaires. Donc, voir comment que les articulations peuvent bouger. Niveau 2, on va commencer à mettre de la charge là-dedans. Comment gérer les mises en tension dans des chaînes courtes, dans des chaînes longues? Comment apprendre à connecter les différentes articulations, les différentes chaînes pour protéger, stabiliser, mais quand même être capable d'effectuer du mouvement à l'intérieur de ça. Ça, c'est ce que j'ai en tête un peu plus pour le niveau 2. Niveau 3, on va intégrer beaucoup les patterns de coordination. Fait que ça va tout être les déplacements au sol. Déplacement au sol dans différentes positions, différents angles, différentes mises en charge, mises en tension, comment tu vas contrôler ton centre de masse dans des positions des fois qui peuvent être un petit peu plus bizarres, mais que tu vas découvrir une agilité, tu vas découvrir une aisance à travailler avec le sol qui va faire en sorte que, encore une fois, tu vas développer un vocabulaire plus riche qui va être beaucoup plus adaptable à différents environnements. Puis juste ce travail de coordination-là, je pense que tu parlais de Bear Walk, comment que ça t'aidait beaucoup dans ton développement. Ouais. À passer du temps au sol, à me reconnecter. Passer du temps au sol. Les flécheurs sont beaucoup trop tendus, donc en faisant des bear crawls, ça fait un étirement actif en même temps au niveau des flécheurs d'avant-bras. Moi, ça a toujours été un problème dans mes livres. Je n'étais pas capable de lever les coudes. Si je faisais un front squat, exemple, là, ma barre pour l'haltéro, etc., ça a toujours été un gros problème. Puis c'est con, il fallait que j'apprenne les mouvements à mes clients, mais c'était des mouvements que je n'étais pas capable de faire moi-même de façon optimale. J'allais compenser par la force. Donc, c'est un peu con. Ça fait partie, tu parlais tantôt de perte d'énergie, mais forcer dans le vide, se battre contre ses tensions, ses propres tensions, c'est complètement stupide. En fait, si on parle des principes de muscles agonistes, antagonistes, exemple, quelqu'un qui a les épaules tirées vers l'avant, son bench press, beaucoup trop de tension au niveau des pectoraux, etc., la journée qu'il tire une charge, il ne va pas seulement tirer la charge de la poulie, il va tirer la charge de la poulie plus la tension résiduelle de ses muscles de la chaîne antérieure. Donc, il doit ouvrir ça avant d'aller tirer plus loin. Ça se rajoute, ça augmente les charges. Les gens ne pensent pas nécessairement à ça. On se bat contre une charge morte qui est notre propre tension musculaire. Donc, le but, c'est d'avoir 0 contre 0, idéalement. Donc, une posture articulaire qui est stable entre les deux. Puis là, il faut quand même, dans un contexte réel, c'est qu'on se bat contre la gravité. Donc, notre chaîne postérieure devrait quand même être plus forte que l'autre. Mais ça, naturellement, on tombe vers l'avant. Donc, d'après moi, on entraîne ces muscles-là. On veut qu'il y ait une stabilité articulaire conséquente. Puis, dans l'optique, je trouvais ça drôle. Je trouvais ça drôle à chaque fois que j'enseignais dans des studios de yoga. Le monde, il trouvait toujours que juste dans la flexion avant, tu es debout, tu vas essayer d'aller toucher tes orteils, de mettre tes mains au sol. Il y a du monde qui me trouvait tellement souple et tellement flexible pour une grande personne. Puis moi, de leur répondre, je ne m'étire pas. Je fais aucun étirement.
Je fais du travail de coordination, je fais du travail de déplacement, de mobilisation. Puis après ça, je leur faisais faire du bear crawl. En fait, je faisais faire le test comme avant de faire du bear crawl, je leur faisais pencher vers l'avant pour essayer d'aller toucher leurs orteils. Je faisais faire 2 allers-retours du studio en bear crawl, avant-arrière. Je leur faisais retoucher les orteils. La majorité allait beaucoup plus loin que initialement. Pourtant, c'est pas parce que le bear crawl, ça étire la chaîne postérieure. C'est juste de par le travail de coordination, de créer de la stabilité, que j'ai soudainement un meilleur accès à ma chaîne postérieure, donc plus de contrôle, plus de mobilité. Fait que, tu sais, c'est la beauté de ce type de mouvement-là, c'est qu'à un moment donné, tu sors un peu du contexte de faut que je fasse des étirements, faut que je m'assoie dans une position pour faire des étirements qu'il faut que je maintienne pendant 30-45 secondes pour après ça passer dans un autre. Puis, tu sais, finalement, ta séance d'étirement dure des heures. Ramène ça dans un contexte de déplacement en mouvement. Tu travailles la coordination, tu travailles la force, tu travailles l'endurance, tu travailles la flexibilité. Mais tu es en train de jouer, tu es en train de te déplacer. Meilleur exemple, c'est à la plage ce matin. J'ai fait ma séquence de mouvement en montant, en descendant la plage. Je reteste mes mobilités. Je suis comme, wow, hey, ça bouge bien aujourd'hui après avoir fait ça. Puis, j'ai pas fait des répétitions de squat, j'ai pas fait des répétitions, mais pourtant, j'ai travaillé la profondeur de mon squat. J'ai senti les cuisses qui m'ont brûlé. Puis, c'était tout en mouvement, c'était tout en déplacement. Puis, c'est la beauté de la chose. C'est qu'en quelque part, tu oublies un peu le concept de l'entraînement, c'est une souffrance. Ça devient plus un jeu, ça devient plus une exploration. Puis, c'est ce que je veux essayer de transmettre aussi à travers l'enseignement, c'est redécouvrir le plaisir de bouger de manière variée, de manière créative, puis pouvoir s'adapter autour de tout ça. C'est triste de perdre la fonction physique. C'est triste de monter un exercice dans des douleurs. Ces temps-ci, je lève mes bras. C'est pas normal, là. Je veux pas être comme ça à 40 ans. Là. J'ai 40 ans le mois prochain. Bordel, là. Ça va être quoi à 80, là? Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça change. Puis maintenant, là, bien vieillir. Je garde ces concepts-là, cette routine-là, que j'ai pas besoin de rien. Je peux le faire devant mon écran, à regarder des photos du document ou des vidéos, puis je n'ai pas rien de besoin, là, absolument pas. Là. C'est moi qui décide de rajouter des bear crawl parce que justement, j'ai le goût de rendre ça plus cardio, travailler les bas des abdos, puis de m'amuser. Là. Donc, ton cours ne nécessite rien à avoir un mur pour un plancher. Là. Ça reste un des principes de base. Voyage aussi. Ouais, ça reste un des principes de base pour du moins les 3 premiers niveaux. Je me suis posé la question, je me suis dit, tu te ramasses sur une île déserte, tu n'as rien autour de toi. Tu veux rester en forme, tu veux rester mobile, comment tu y arrives? Fait que juste à partir de la manipulation des leviers, la manipulation du centre de masse, comment tu es capable de travailler avec tout ça, ben, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. Éventuellement, je pense que ça va être beaucoup niveau 4. Niveau 4, c'est là qu'on va intégrer un peu plus l'utilisation des outils. Parce que l'utilisation de l'outil, c'est l'extension du travail que tu as fait pour développer la coordination de ton propre corps. L'outil, c'est juste l'extension de ce mouvement-là. Fait que c'est là qu'on va intégrer les masses, on va intégrer les kettlebells, on va intégrer tout le travail avec les anneaux de gymnastique, les barres à chin-up, comment on va essayer d'utiliser ça comme extension de tout l'apprentissage qui va avoir été fait auparavant. Puis dans le niveau 5, ben là, dans le niveau 5, c'est là qu'on va intégrer la composante improvisation à travers le travail de partenaire. Puis encore une fois, ça va juste être une extension, ça va juste être une progression logique de tout ce qui va avoir été acquis avant. Puis le travail de partenaire, c'est quelque chose que autant que tu peux faire avec des clients pour justement les aider à challenger certaines positions pour favoriser encore plus l'intégration. Ou tu peux intégrer ça avec des groupes, tu peux intégrer ça avec des équipes, avec des groupes, intégrer la dynamique de jeu. Le monde, ils rient, le monde, ils ont du fun, ils sortent de là, ils ont eu chaud, sont contents d'avoir bougé, puis d'avoir eu une atmosphère un peu plus légère, puis en même temps, tu as tout l'aspect co-régulation au niveau système nerveux, du système de connexion, d'interaction sociale, que quand tu joues avec le monde, tu as tout cet impact-là aussi. Fait que non, c'est vraiment un peu la progression logique que j'ai de vocabulaire de mouvement, intégrer les mises en tension, après ça, travailler tout ce qui est déplacement dans différents angles, différentes positions, amener ça vers les outils,
puis intégrer le côté improvisation, connexion. Puis j'ai espoir de pouvoir, là, ça va être en ligne, mais j'ai espoir de pouvoir connecter ça à l'intérieur des groupes, de pouvoir, moi, être là physiquement avec le groupe pour qu'on puisse ressentir ces mouvements-là, ressentir ces interactions-là. Définitivement, les gens vont avoir accès à des groupes pratiques qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Puis ça va faire partie du cursus, en fait, de notre nouveau mandat New Era, c'est d'offrir des cursus complets, qu'on ait autant la théorie en ligne, les gens ils vont à leur rythme, à leur intégration, mais qu'il y ait des dates butoirs avec des exercices à faire en salle, en fait, avec toi. Donc, ça va être super intéressant. Puis, ça va être offrable autant en Europe qu'au Canada. Si, exemple, c'est pas toi qui peux superviser en Europe par une situation X hors de notre contrôle, on va avoir des gens sur place qui vont être qualifiés pour superviser ces ateliers pratiques. Donc, même chose conséquemment, leur formation à eux, avec leur méthodologie, tu vas pouvoir les apprendre et superviser au Canada dans l'éventualité où les voyages sont encore complexes, mais je vise aussi les projets de retraite avec ta présence. Donc, on va pouvoir vraiment s'amuser. Moi, je t'ai attendu un souper, puis en même temps, j'ai la propriétaire de l'Airbnb qui m'appelle. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésiteraient à faire cette certification-là, ou du moins le premier cours? Commencer avec ça. Le premier cours, sérieux, il n'y a pas... Je vois pas de bonne raison de ne pas le faire. Pour la simple et bonne raison que c'est très accessible et c'est très riche en apprentissage, tant au niveau pour soi-même que pour comment aider les autres. Ça reste une base d'apprendre à bien bouger. Puis, tu sais, on sait, dans la communication, il y a beaucoup de non-verbal. Puis, d'apprendre à mieux bouger son corps, développer sa posture à travers le mouvement, bien, ça fait en sorte qu'on a une meilleure communication, on a une meilleure interaction avec notre environnement. Puis, pour tout ce qui est la question de, comme on disait, d'évaluation des différents systèmes du corps, de OK, comment je me sens aujourd'hui, ben, c'est à travers le mouvement que tu vas trouver, tu vas réaliser comment tu te sens. Fait que c'est comme ton système de vérification d'avant-départ. Sérieux, moi, c'est la meilleure façon de commencer mes journées. Je fais mes exercices. Ah, aujourd'hui, c'est un peu plus tendu, il y a un peu plus de stress. OK, cool. J'ai eu ce feedback-là, j'ai eu cette interaction-là parce que j'ai bougé. Si je n'avais pas bougé, je ne l'aurais pas su. Donc, on sent bien quand on bouge bien. Moi, je l'ai vu après mes exercices le matin, mon bear run, puis je suis allé marcher dehors, puis je me sens en contrôle de mon corps en ce moment. Puis ça, c'est vraiment un truc que je trouve génial, en fait, en vieillissant, de continuer à ressentir cette espèce de fluidité-là. Je sentais que je marchais dans la rue, puis je me faisais attaquer, j'aurais une réponse avec mon corps. Là. Il serait passé un truc, j'aurais pu réagir, je me sentais maître de mes mouvements. Donc, une des belles choses que j'ai, un des beaux commentaires que j'ai eu de clients qui ont travaillé avec moi, c'est l'aspect retrouver la confiance en son propre corps. Tu sais, des fois, quand tu as moins la capacité, ben, tu ne feras pas certaines activités, tu ne feras pas certaines actions parce que tu ne fais pas confiance à ton propre corps. Puis juste ça, c'est stressant, c'est dur, ça vient chercher quelque chose qui est plus viscéral parce que justement, tu dis, si en vieillissant, je ne peux plus faire confiance à mon corps, ben, je n'ai pas grand-chose, sérieux. Mais là où on est capable de redonner cette confiance-là à travers l'acquisition d'une maîtrise de comment le corps il bouge, comment le corps il s'adapte, pour moi, ça n'a pas de valeur. Sérieux, faire confiance à ton corps pour les années à venir dans un processus de vieillissement, c'est comme, il n'y a rien de plus important que ça. C'est la promesse de la vie éternelle. Bon, sur ce, promesse de la vie éternelle, comptez-vous vous inscrire? Faites un petit oui en bas, faites-nous signe, partagez s'il vous plaît la vidéo, super cool. Puis si tu peux peut-être nous revenir, écrire au moins sur la page de New Era ou ma page de thérapeute, ton lien pour les antifragiles ou autre chose, on va souhaiter que les gens puissent connecter un petit peu avec toi ou en ton nom personnel, comment tu fonctionnes. Merci à tout le monde qui sont là depuis le début, qui écoutent. Lucia qui dit merci beaucoup pour vos sujets d'information super intéressants. Ça fait plaisir. On est là pour partager avec vous. Et conséquemment, si vous avez des gens, vous pensez que ça peut intéresser, des thérapeutes, que ça pourrait aider, vos thérapeutes, vos entraîneurs, moi, je vous garantis que ça a mon saut de qualité New Era, Nicolas Desjardins, est définitivement sur ce cours. C'est vraiment super. Puis j'ai très hâte de partager ça avec vous puis de
de peut-être vous voir aussi dans nos classes pratiques ou dans les projets de retraite. Donc, un gros merci, Charles, de ton temps en même temps, d'être venu avec nous en cette belle journée, ce beau vendredi. Et merci à tous d'avoir été avec nous. OK, ciao. Merci.